Nous sommes le vendredi 20 avril, soyez les bienvenus. L'instant R, la quotidienne des régions, c'est maintenant. Au programme ce matin, des sujets pratiques qui vous concernent, des sujets tendances, bien-être aussi. Je vous emmènerai par exemple faire une cure thermale. La fréquentation de ces établissements augmente depuis 10 ans. Les techniques de soins évoluent également. Nous testerons notamment l'ostéopathie aquatique. Prendre soin de soi et prendre conscience de l'importance de protéger notre planète. Voilà ce qui anime une famille dans les Landes. Ce couple et ses 2 enfants parviennent à ne plus avoir de poubelle. Comment? Il l'explique dans un livre, vous verrez. Les déchets, justement, parlons-en. On en produit 360 kg par an et par habitant, des poubelles qui sont ensuite triées et recyclées, parfois de façon assez inattendue. C'est en effet un enjeu environnemental majeur pour les grandes villes, des métropoles soumises à l'obligation de valoriser et de réduire toujours plus la quantité de déchets collectés. Alors comment font-elles? Eh bien, c'est ce que nous avons voulu découvrir ce matin. La deuxième vie de nos poubelles, c'est un reportage de France 3 Bordeaux. La collecte de nos poubelles, un service métropolitain qui rythme nos semaines sans que l'on s'interroge vraiment sur la destinée de nos déchets ménagers. Et pourtant, chacun de nous en produit plus de 300 kg par an. Dans un passé récent, la solution était l'enfouissement. Depuis, tri sélectif et valorisation énergétique sont devenus les maîtres mots de la gestion des déchets. Situé aux portes de l'agglomération, ce site industriel a pour mission de leur donner une nouvelle vie. Pour cela, Astria dispose de 2 outils, un centre de tri et cette unité de valorisation énergétique qui transforme en électricité ou en eau chaude tout déchet ménager non recyclable. C'est une perpétuelle évolution, donc tous les ans on essaye d'optimiser, d'augmenter les rendements de production énergétique et puis particulièrement ce qu'on a fait là récemment, donc sur l'année 2015 et 2016, c'est la mise en place d'une récupération d'énergie pour chauffer le réseau de chaleur qui va alimenter le quartier Saint-Jean-Belsier, donc le nouveau quartier gare dans le cadre du projet Euratlantique. Au total, chaque année, les 273 000 tonnes de déchets valorisés produisent, grâce à l'énergie dégagée par leur incinération, l'électricité nécessaire à 70 000 habitants. Quant aux résidus de cette combustion, appelés les mâches-fer, ils seront transformés en graves pour la fabrication des routes. Deuxième outil du site, le centre de tri. Ici, une 50aine de personnes affinent chaque jour le contenu de nos poubelles vertes destinées aux filières de recyclage. Le monsieur là-bas, il ramasse tout ce qui est plastique et bouteilles, il laisse passer le reste. Ici, le monsieur ramasse tout ce qui est refus et cartonnette. Celui qui est là-bas devant ramasse refus, bouteilles, conserves et tétras. Donc chacun a poste bien précis. Dans son dernier plan déchets, la métropole, en phase avec le Grenelle de l'environnement, entend d'ici 2022 aller plus loin dans la valorisation matière en recyclant des produits tels que pots de yaourt et barquettes alimentaires. Le centre de tri de Bordeaux Métropole, donc d'Astria, va devoir évoluer à l'horizon 2020 pour pouvoir être en mesure de valoriser, de trier et valoriser ces nouveaux produits. L'usager, que nous sommes tous, devra mettre plus de produits dans sa poubelle dite de recyclable. Prochaine étape de la politique déchets de la métropole, la tarification incitative. Autrement dit, le coût de l'enlèvement des déchets s'établira en fonction de leur poids. Il s'agit de faire payer au plus juste l'offre de services dans le cadre de la collecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est basé sur la valeur locative d'un logement et ne tient pas compte de la quantité de déchets produits. Il y a fort à parier que le citoyen ainsi responsabilisé pèsera sur l'industriel pour réclamer la réduction des emballages. Réduire les emballages, voire les bannir, c'est l'ambition d'une famille dans les Landes, un couple, 2 enfants et des poubelles quasi inexistantes. Alors pour y parvenir, ils ont changé complètement leurs habitudes et ont trouvé une série de solutions alternatives. Vous allez le voir. Ça demande quand même pas mal d'organisation, mais ça fonctionne. Ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes pour nous faire partager cet autre mode de vie qui n'a qu'un seul objectif, sauver la planète. C'est face à la mer, sur le littoral landais, que s'est produit le déclic façon électrochoc. Comme un défi, Bénédicte et Jérémy se sont fixé un objectif, 0 déchet dans leur vie quotidienne, pour lutter contre toute cette pollution. On a voulu protéger cet écosystème. Moi, je suis surfeur, je vais à l'eau
et j'aime avoir un océan qui soit propre. Aujourd'hui, l'océan est devenu la grande poubelle de notre planète. Ce sont 200 kilos de déchets qui arrivent chaque seconde dans l'océan. C'est intolérable. Zéro déchet, une utopie, pas forcément. Donc ça, c'est Bob, notre bocal. C'est la poubelle de l'année. Voilà, donc là, ça fait déjà 6 mois qu'on a commencé. On devrait arriver à faire l'année. En tout cas, un demi-bocal pour 6 mois de déchets non recyclables, une prouesse pour un couple avec 2 enfants. On a acheté des vêtements, donc on a les petites portages d'étiquettes, vous savez. Le papier et le verre, recyclables, on remplit cette autre poubelle en 1 mois et chaque jour, tous les restes alimentaires sont compostés. Mais comment font-ils pour parvenir à un tel résultat ? Leçon numéro 1, bannir le plastique, ce fléau des plages. Ici, le stockage se fait dans du verre ou dans du tissu, exit les emballages, un combat qui commence au moment des commissions. Donc le petit kit course, le voilà. On a mis aujourd'hui une bouteille pour l'huile d'olive, des petits tupperwares. Des petits tupperwares en verre et pas mal de sacs, de toutes les tailles aussi. Très organisée, la famille choisit la production bio et locale, fréquente les commerces de vrac, comme ici à Hossegor, et achète le plus souvent possible d'occasion meubles, jouets ou vêtements. Après 2 ans d'expérience, la famille a supprimé 90% de ses déchets. Elle fabrique aussi ses produits d'entretien biodégradables à partir de trucs de grand-mère simples, comme celui-ci. Il suffit de faire macérer son vinaigre blanc avec des citrons, donc c'est nos restes de citron qu'on utilise pour faire des gâteaux. Et ensuite, je récupère le vinaigre que je mets dans mon petit spray avec de l'eau du robinet. Avec ça, on fait tout. On peut laver les toilettes, on peut laver la salle de bain, la cuisine, tout, le sol, du sol au plafond. La maison est désinfectée, nettoyée, propre et elle sent bon. Peu à peu, l'idée fait son chemin. Les 2 livres de la famille Presque Zéro Déchet ont atteint les 100 000 exemplaires et un 3e est en préparation pour livrer des recettes pratiques aux débutants. On a trouvé des solutions pour tout, on a trouvé des solutions très simples et en fait le zéro déchet, il n'y a rien de compliqué, ce sont que des petites solutions, il faut juste changer ses habitudes, c'est là où c'est compliqué, mais une fois qu'on a trouvé une nouvelle habitude, on la garde. Un défi devenu mode de vie, prouvant qu'il est possible de devenir acteur d'une petite révolution à la maison. Et aujourd'hui on a une démarche de sobriété volontaire, mais on a gagné en qualité de vie, on n'a pas perdu en confort, on est dans une société ultra confortable. On a gagné en qualité de vie. C'est ça qui est juste génial. Un bonheur inattendu, même s'il ne représente pour l'instant qu'une goutte dans l'océan. Bénédicte et Jérémy ont écrit un livre, Famille Presque Zéro Déchet, The Guide, que vous trouverez en librairie et sur Internet. Puisqu'on parle de belles initiatives, voyons-en une autre dans un domaine très différent. Là encore, c'est une famille. Et elle a créé une ferme guidée par une seule ambition, venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin. Elle accueille notamment des personnes pour de courts séjours, le temps pour elles de refaire surface, de soigner leur traumatisme et de reprendre le chemin de la vie. Un lieu convivial où la solidarité et la fraternité sont les maîtres mots. Louise Éclante s'est rendue sur place, on la retrouve. Je suis à la ferme Habitat Solidaire et je suis avec Raphaël qui est le fondateur de ce lieu. Et donc aujourd'hui c'est mercredi, et mercredi c'est quoi? C'est à mi-chemin, donc on accueille tout le monde débarque. À l'improviste, c'est auberge espagnole. Donc il y a des habitants de la ferme qui viennent déjeuner, mais aussi des gens du quartier, enfin des gens les enfants du quartier, les enfants des associations voisines, des fois des jardiniers qui nous amènent des légumes, on les cuisine et on partage le repas avec eux ou on partage le café. Et c'est un moment pour partager, pour faire le point ensemble? Pour rire ensemble, bah oui. Je pense. Une bonne ambiance en tout cas, je me sens bien. Merci, merci de l'accueil. Et après, on travaille peut-être sur des projets personnels de chaque personne. Le mot projet est compliqué, donc des fois on dit qu'est-ce qui te fait kiffer, par exemple, tu vois, Dimitri, qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce que tu as envie de faire, et on va définir que voilà, pendant son séjour de ressourcement ici, il va développer, il va déployer ces compétences qu'il a voulu développer, quoi. Alors, qu'est-ce qui te fait kiffer, Dimitri? De retravailler. Retravailler. Bon, bah, voilà. Oui, mais ici, on peut travailler aussi. Oui, mais là, par exemple, il est parti pour aller dans une agence d'intérim. Cool. Parce qu'il peut retravailler, parce qu'il a un logement. Il a un logement, donc
son chien peut être gardé. Parce que là, en gros, j'ai perdu un travail à cause que le chien, je n'ai pas pu le faire garder. Et en étant SDF, je ne vais pas laisser le chien comme ça en pleine rue pour qu'on me le vole ou quoi que ce soit. Et comment vous trouvez le temps de vous investir autant ici? Parce qu'on vous sent vraiment très présent. Je suis très présent. Vous me sentez très présent? Ouais. Bah oui. Surtout vendredi dernier. En fait, oui, dès qu'il fait beau, je quitte mon travail et je viens à la ferme parce que c'est un réel plaisir. Donc oui, j'y suis avec plaisir. Mais après, c'est parce que Elisabeth, ma femme, elle est quand même mon point ressource. Quand même. Elisabeth, qu'est-ce que vous avez dit quand Raphaël il est rentré un jour, il a dit j'ai envie de faire ça, j'ai envie de monter ce projet. Oui, c'est un chemin, hein. Je pense que c'est petit à petit. Oui. On avait un peu, tous les deux, je pense qu'on est un petit peu fous. Et donc, il faut un peu de folie pour monter une ferme pareille. C'est vrai qu'on a eu de la chance, voilà, dès le départ. Peut-être on a eu des parents qui nous ont aimés. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Et il me semble que c'est essentiel de pouvoir, à notre mesure, pouvoir le partager. Et pour en savoir plus sur ce projet profondément humaniste et découvrir d'autres initiatives citoyennes, Louise Eklund vous attend demain à 10h50 sur France 3 dans l'émission « On a la solution ». Et dans cette même dynamique, découvrons la politique citoyenne mise en place par la ville de Rennes. Elle consacre depuis 3 ans 5% de son budget à des projets portés par des habitants. Et des projets divers et variés comme un poulailler, une piste cyclable, mais aussi des concepts plus innovants comme des balançoires musicales. Des premières réunions en mairie à la concrétisation des projets, retour sur une année riche en échanges. Il passe sous ce pont tous les jours. Avant les travaux, il ne l'aimait pas, trop triste, trop lugubre. Depuis, Ismaël et sa famille le regardent autrement. Cette fresque, c'est leur idée. Je trouve ça mieux qu'avant. Avant c'était gris et la couleur là c'est bleu. Et ça change tout et c'est beaucoup plus agréable de passer ici qu'avant. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à ce premier atelier du budget participatif. Ce soir-là, des dizaines de Rennais vont faire des propositions pour changer leur ville. Des techniciens écoutent. La plupart des projets tournent autour de l'aménagement et de l'embellissement des quartiers. Mon idée, c'est donc de continuer ce chemin, cette rive de la Vienne, pour rejoindre les prairies Saint-Martin. 5% du budget de Rennes servira à financer les projets de la fabrique citoyenne. C'est 3,5 millions d'euros. Une chance pour les Rennais d'être un peu plus acteurs dans leur ville. On est dans un pays démocratique où tu as le droit à la parole. C'est très important. Pour une fois que ce n'est pas que les dirigeants qui nous dirigent, mais que nous, on peut proposer des idées, c'est tout. L'immeuble qui se trouve de l'autre côté de la rue de la Certains projets seront retoqués. Impossibles à réaliser techniquement, parce qu'ils sont sur une zone privée ou parce qu'ils dépassent le budget, fixé à 500 000 € maximum par projet. Les autres seront soumis au vote des Rennais. C'est l'étape décisive. Ce sont les habitants qui choisissent les projets qu'ils veulent voir concrétisés. Cette bibliothèque de rue, par exemple. Des habitants bénévoles gèrent le stock de livres. Une solution pour permettre l'accès à la culture pour tous. Dans une autre bibliothèque, il faut s'inscrire, il faut déjà payer une adhésion. Et ici, les gens se servent, c'est nuit et jour. Mais le but, c'est pas de remplacer la bibliothèque traditionnelle, c'est d'être en complément plutôt. Retour en mairie. Élus et habitants se retrouvent une dernière fois pour discuter d'une vingtaine de projets. Les services techniques ont émis des doutes sur leur faisabilité. Il s'agit de créer des espaces avec des tables et des bancs fixes, mais avec la possibilité d'avoir une espèce de cuisine ouverte. C'est sur le quartier du Blône. Moi, je trouve ça super. Un peu d'avis citoyen, allez-y. Pour déjeuner, c'est un lieu qui apporte beaucoup au quartier. En tout cas. Ok, c'est bien. On passe au suivant. Végétaliser la rue de Châteaugiron. Nous sommes dans la logique de la construction de notre vivre ensemble. Donc là où il y a des décisions qui se prennent par rapport au bien commun, ce serait bien que les habitants et les citoyens puissent au moins avoir un avis à donner et puis apporter leur expertise. Cette fois, le vote peut avoir lieu. 630 projets seront proposés pour cette saison 2. 44 seront finalement retenus par les habitants.
L'aménagement de cette friche obtiendra suffisamment de suffrages. La cartoucherie. L'idée est d'en faire un espace de jeu pour les enfants et de résidence pour les artistes. Ces maisonnettes seront en partie couvertes. L'association recevra 100 000 €. C'est une possibilité pour nous d'avancer plus vite dans notre objectif qui est de faire vivre ce lieu. Ces balançoires musicales ont aussi été retenues par les Rennais. Lorsqu'elles bougent, elles créent de la musique. L'idée vient du Québec. Grâce au budget participatif, les Rennais donnent leur avis et décident de l'avenir de leur ville. Une forme de démocratie nouvelle, si importante en ces temps de défiance envers les politiques. Et pour l'année en cours, 28 projets viennent d'être retenus. Retrouvez-les sur fabriquecitoyenne.rennes.fr. Il est un peu plus de 11h à suivre dans l'instant R, la quotidienne des régions, une histoire, celle de la réplique de l'Hermione, ce navire de guerre français en service au XVIIIe siècle. À son bord, 60 marins volontaires pour rejoindre les États-Unis. Nous retracerons ce périple aux multiples péripéties. Nous visiterons également une cité ouvrière à Reims, construite au lendemain de la Première Guerre mondiale, un lieu unique qui, aujourd'hui encore, est plébiscité par ses habitants. Mais avant cela, je vous l'avais promis, on part se ressourcer dans la première région thermale de France, l'Occitanie. La fréquentation des stations thermales est en forte hausse depuis 10 ans, avec 600 000 curistes en France l'an dernier. Ils viennent ici se ressourcer, mais aussi soigner des douleurs chroniques grâce à des techniques spécifiques, comme par exemple l'ostéopathie aquatique. Direction Ballaruc-les-Bains. Cette jeune femme est ostéopathe. Elle intervient depuis 1 an en piscine au terme de Ballaruc-les-Bains. Selon elle, l'eau thermale lui permet de soigner ses patients beaucoup plus efficacement. Elle est parfaitement détendue, il n'y a pas de point d'appui, comme sur une séance classique en ostéopathie sur table. Et surtout, on est dans de l'eau à 35 degrés, donc au niveau musculaire, vous êtes complètement relâché. Donc ça facilite le travail en fait, de l'ostéopathe. Je suis un apesanteur, là, j'ai l'impression d'être seule au monde. C'est super. Bérangère fait régulièrement des cures ici pour soulager son dos douloureux et son épaule accidentée. Mais l'ostéopathie aquatique, c'était une première. On est vraiment livré entre ses mains. À un moment, on a même l'impression que c'est une poulpe. On se sent touché de partout. Enfin, c'est à faire parce que c'est vraiment exceptionnel. Ce soin coûte 70 € minimum. Il fait partie des nouveautés payantes proposées aux curistes, comme le tango ou l'hypnose, des activités non remboursables. On ne peut pas faire plus médecine douce que la médecine thermale, et c'est une médecine qui n'a aucun effet secondaire. Et donc on s'apparente, on va s'orienter naturellement vers des prescriptions, vers des pratiques thérapeutiques, comme l'hypnose, comme la méditation, comme la réflexologie. Le but, diversifier les ateliers pour mieux éduquer le curiste à la santé. À Ballaruc, on traite surtout les jambes lourdes et les rhumatismes. Michel, lui, est venu de Nîmes pour soigner son genou. C'est sa seconde cure thermale. J'ai passé l'année sans avoir mal au genou aussi fort. Un petit peu mal par contre aux deux. Alors je ne sais pas si c'est la cure qui a réparti le mal de la gauche à la droite, si c'est l'alternance, mais enfin ça va maintenant, je souffre pas comme je souffrais. Piscine, jet, marche dans l'eau font partie des soins remboursés par la sécurité sociale, tout comme le classique bain de boue. Le soin dure un petit quart d'heure à 42 degrés. C'est pas la boue qui fait l'effet, c'est la chaleur de l'eau. Et donc du coup, il fallait trouver un alliage. Donc chaque station utilise un argile différent pour que ça fasse vraiment le procédé qui correspond à la machine et ce que le besoin du curiste. Reconstruits à neuf en 2015, les thermes de Ballaruc-les-Bains sont désormais les plus fréquentés de France. 54 000 curistes y sont venus l'an dernier. Une belle réussite municipale. Les thermes emploient 400 personnes et ces bénéfices sont reversés à la commune. Partons rejoindre un lieu chargé d'histoire imaginé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Dans la périphérie de Reims, cette cité ouvrière avait été créée pour permettre aux ouvriers de se loger à bas prix. Et ici, tout a été fait pour faciliter la vie de famille. Le nom des rues est d'ailleurs là pour nous le rappeler. Charles-Henri Boudet est allé rencontrer le responsable du foyer rémois, le bailleur social qui gère la cité Jardin. On les retrouve. En arrivant tout à l'heure, j'ai remarqué allée des bons enfants. J'ai l'impression qu'il y a un lien avec la famille ici. Tout à fait. Il y a même l'allée de l'amour maternel. Pour intégrer la cité Jardin à l'époque, il fallait avoir 4 enfants minimum. Parce qu'à l'époque de la construction de cette cité Jardin, la problématique,
était la natalité en France. La natalité était au plus bas et Georges Charbonneau a tout créé pour que la famille et la natalité soient au cœur. Il y avait tout, une crèche, la maison de l'enfance, le solarium pour les enfants, la maison commune avec les bains-douches, avec le cercle pour les hommes, avec la bibliothèque. Tout était prévu pour qu'on puisse vivre comme dans un petit village. Les habitants de cette cité-jardin, avant de dire qu'ils habitent la ville de Reims, ils disent qu'ils sont des habitants du Foyer. Du Foyer, pour le foyer rémois, c'est ça? Exactement, ils habitent au Foyer. Ils s'identifient à leur quartier, ils s'entraident entre voisins. Ils ont un amour de ce quartier, ils ont un amour de la maison commune, ils ont un amour de ces centres commerciaux qui vivaient à l'époque, c'était extraordinaire. À l'époque, il y avait la boulangerie et la boucherie. Si l'habitant allait dans le centre-ville de Reims et voyait de la viande moins chère qu'au cœur du Foyer rémois, la différence était payée par le Foyer rémois. En fait, les habitants, ils étaient chouchoutés ici. Je suis fier de travailler dans une entreprise comme celle-là. Ces habitants, ils sont fiers d'habiter dans cette cité-jardin. Justement, il y a une fierté. Ces habitants, Édouard, est-ce qu'il y a, je sais pas, un doyen ou une doyenne? Ah, Evelyne Thomas. On peut aller la voir? Ah, on va aller la voir, elle est extraordinaire. On peut rentrer? Oh bah si vous voulez. On vous embête pas longtemps. De toute façon, faut bien Enchanté. vous renseigner quand même, hein. Evelyne, elle se cache un Comment? petit peu. Regardez, il y a la caméra quand même. Oh là là, super. Oh, mon Dieu. Et ça va être sur France 3. Oui. Oh là là, quelle horreur. Ça fait combien de temps que vous vivez ici? Ça fait 60 ans. 60 ans dans cette maison? Dans cette maison, mais avant j'étais un peu plus loin, plus petit. Mais mes parents, ils habitaient au 4 avenue Lamarre. Et c'est avec un extrait de naissance, c'est là que j'ai vu que j'étais née là. Au 4 avenue Lamarre. Vous êtes né dans le quartier du Chemin Vert, dans la cité-jardin du Chemin Vert. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans cette cité-jardin? C'est un peu unique. Vous savez, moi, ça fait 87 ans que je suis là. J'ai connu pas mal de choses. Hein. Le meilleur souvenir ici? Bon, les meilleurs souvenirs, c'était, je vous dis, le patronage, la maison commune. Il y avait pas mal de choses. Il y avait... Moi, j'étais dans les guides, les scouts de France. Il y avait la JEC, la jeunesse ouvrière catholique. Moi, j'ai connu tout ça. Hein. Vous l'aimez, ce quartier? Ah oui, je l'aime. Oh oui, je l'aime. Je suis bien. On va vous laisser, Evelyne. Oui. Merci de nous avoir oui, ça va, ça s'est bien passé. Merci à vous. Et pour rencontrer d'autres habitants et découvrir un peu plus l'histoire de cette cité, rendez-vous demain à 12h50 sur France 3 dans l'émission Les Nouveaux Nomades. L'instant découverte nous plonge dans une aventure humaine hors norme. Après un chantier qui aura duré 20 ans, l'Hermione, la réplique de la frégate de La Fayette, voyait le jour. Le bateau construit à l'identique embarquait alors 60 marins pour rejoindre les États-Unis. Une traversée de 27 jours avec de multiples rebondissements. Retour sur un projet fou devenu réalité. Lorsque le jour se lève ce 19 avril sur l'île d'Aix, au large de La Rochelle, l'Hermione ne le sait pas encore, mais pour elle, c'est le grand jour. Celui du départ vers l'Amérique. En 1780, c'est à son bord que le marquis de La Fayette quitta la France pour prêter main forte aux Américains dans leur combat pour l'indépendance. 235 ans plus tard, la réplique du célèbre navire reçoit la visite de François Hollande, venu saluer l'équipage et son capitaine breton. J'ai une chance inouïe parce que j'ai certainement le meilleur bateau du monde actuellement. Ça c'est certain. Et je pense l'un des meilleurs équipages au monde. Voilà. Donc ça me permet d'être serein et d'oublier un peu effectivement la responsabilité qui est énorme et d'en profiter. Le voyage va durer 48 jours, 10 de plus que celui de La Fayette. À bord de l'Hermione, 80 gabiers, des jeunes, pour la plupart garçons et filles, embarqués dans une aventure comme ils n'en vivront sûrement pas d'autres dans leur vie. Le 5 juin, la frégate touche enfin terre. Première escale Yorktown en Virginie, la même où en 1781, Américains et Français l'emportèrent sur les Anglais. On n'aurait pas gagné la guerre sans votre soutien. Merci beaucoup. Là, c'est un florilège d'émotions. C'est génial. À Yorktown, un gabier rejoint l'Hermione pour poursuivre le voyage. Alexis n'est autre que le descendant du marquis de La Fayette, avec qui il présente un certain air de ressemblance. Voir que sa mémoire est toujours aussi vivante aux États-Unis, ça fait quelque chose. Ouais. Le 1er juillet, l'Hermione arrive enfin à New York, temps fort de son voyage en Amérique. Elle célébrera la fête de l'indépendance le 4 juillet au cœur de la City. 26 000 personnes la visitent durant ces 4 jours qui restent pour les gabiers un moment unique.
On s'imagine, il y a en 1780, quand ils sont arrivés là, ça devait être juste incroyable. Il n'y a pas tous ces immeubles. Et voilà, et nous on avait une vue imprenable tout en haut de la Mature, c'est juste incroyable. Baltimore, Philadelphie, Boston, Newport. Au total, l'Hermione fera 12 escales outre-Atlantique, avec pour terminer un passage à Saint-Pierre-et-Miquelon, où les Bretons partaient autrefois pêcher la morue. Après une courte escale, l'Hermione quitte Saint-Pierre pour la dernière étape du grand voyage. Mais la météo se gâte, le navire essuie une tempête. Un retour difficile pour les gabiers. Pourtant, l'Atlantique n'aura pas le dessus. Après 18 jours de mer, Brest s'apprête à accueillir la belle frégate. Elle passera une semaine dans la cité du Ponant avant de rentrer à Rochefort, là où tout a commencé. Et d'autres belles histoires, d'autres sujets pratiques, bien-être et tendances sont au programme dès lundi dans l'Instant R. Je vous donne rendez-vous à 10h50 sur France 3. Très bon week-end à tous, profitez-en bien. Je vous laisse avec l'équipe de Midi en France.